Alors, les expressions ne manquent pas pour désigner notre plongée collective dans un numérique que l'on adjoint à tout substantif qu'il pourrait de sa présence magique métamorphosée. Pour Nicolas Négroponte, c'est l'homme numérique. Pour Douai, l'humanisme numérique. Pour Riffel et bien d'autres, la révolution numérique. Pour Fogel et Patineau, la condition numérique. J'en passe. Notre vie algorithmique, selon l'expression d'Éric Sadin, n'en finit plus, semble-t-il, de se décliner et de se généraliser. Ces expressions témoignent d'un recours au numérique, non pas pensé comme repli ou retrait, à l'instar d'un recours aux forêts d'un Ernst Jünger, mais comme une fuite en avant, une injonction au mouvement dans un néo-situationnisme frénétique. Dans nos fantasmes d'Homo numericus, le numérique semble ainsi avoir été choisi comme héros ou grand récit collectif, seul capable d'opérer une sortie d'un postmodernisme désenchanté. Il n'est pas anodin, à ce titre, que Lipovetsky voit dans notre époque le glas de cette postmodernité au profit d'un temps hypermoderne, saturé de récits. La jeunesse n'échappe pas à la colonisation narrative du numérique, l'appellation « digital native » laissant entendre que le numérique est appréhendé non plus tellement comme outil, mais plutôt comme ontologie. Silencieuse, connectée, adepte du pouvoir des liens faibles, selon le mot d'Alexandre Geffen, la génération Z semble porter la dilution du flux et de la connexion qui caractérise ce que Zygmunt Bauman appelle la vie liquide. Et je vais beaucoup m'appuyer justement sur Bauman, sur la vie liquide, sur l'amour liquide et sur l'idée de la vie en miettes. Fogel et Patineau rappellent par ailleurs que le cycle des innovations technologiques ne connaît de constante que la connexion elle-même, qui porte des fantasmes de transcendance, de dématérialisation, soutenus par l'avènement du virtuel, qui prend place dans les recherches sur les mondes fictionnels et les mondes possibles, au titre de ce que Anne Besson désigne comme un fictionalist turn, en référence évidemment au tournant narratif. Les hackers, ce qui m'intéresse, premiers héros réels et fictionnels du numérique, chez Stephen Levy pour les uns ou chez Gibson pour les autres, sont ainsi associés aussi bien à un adieu au corps chez Le Breton ou à la viande chez Gibson, qu'à un détachement progressif de la machine au profit d'une connexion directe avec le cyberespace qui engage, écrit Anne Besson justement, des résurgences multiples du merveilleux à travers la magie du numérique. Chez Levy déjà, en 84 dans Hackers, Heroes of the Computer Revolution, les hackers sont présentés comme des sorciers et, sous ces traits, les débuts de l'informatique popularisée prennent des airs de techno-paganisme, un concept qui, écrit Thomas Michaud, a contribué à spiritualiser la machine et dans la logique duquel le hacker apparaît comme un équivalent, je recite Michaud, du magicien dont l'art consiste à se mettre directement en interface avec l'infosphère, à la manipuler par des images, tout comme les chamans traditionnels interagissaient par des images avec les royaumes mythiques traditionnels grâce aux drogues ou aux états de transe. Alors, il n'est pas question de revenir ici sur cet imaginaire magique qui a longtemps traduit une sorte d'avance du hacker sur le commun des mortels, mais précisément de voir dans la fiction de jeunesse contemporaine un recours au hacker qui s'apparenterait à une sauvegarde de la machine et en ferait presque une figure traditionnelle au moment où justement la connexion s'envisage et s'imagine de plus en plus dans un contexte de mort de l'ordinateur. Après des décennies à user la métaphore océanique, après avoir annoncé la liquidité du monde et la souveraineté des flux, le hacker offre-t-il une nouvelle jeunesse à la solidité de la machine? C'est la question que je me pose. Donc j'en viens à mon premier point, le recours au hacker comme recours à la machine. Notre rapport à la machine n'a pas tardé, précise Thierry Hoquet à propos du cyborg, à renouveler cette primauté de l'esprit sur le corps, de l'identité sur le support et du logiciel sur le matériel. Là encore, c'est la connexion qui l'emporte et le flux de la liquidité. Après tout, écrit Antoine Moreau, l'art, c'est le réseau lui-même. La fiction semble pourtant avoir toujours besoin de l'appareil, ainsi que le relève Marie-Laure Ryan, qui précise que c'est l'ordinateur lui-même qui est particulièrement friand de création de monde. Donc la création de monde passe par la présence de l'objet.
Sans doute, cette présence matérielle n'agit-elle pas comme un simple effet de réel, si l'on en croit des descriptions qui, dans les romans de jeunesse publiés dans les années 2010, donc les publications récentes, reprennent un imaginaire antérieur qui est présent notamment dans The Matrix à la fin des années 90 ou encore avant dans les fictions cyberpunk. Je prends le cas de Infiltré de Laurent Casey en 2012, dans lequel la profusion de hardware dans la chambre de Adam, le héros qui est un jeune adolescent hacker justement, cette profusion de hardware est complétée de vieux numéros du magazine Wired consacrés au célèbre hacker Kevin Mitnick, le tout assumant une esthétique passée de l'ordinateur. Le hacker permet ainsi à la fiction de revenir à la matérialité du numérique, et hacker, rappelle justement Stephen Levy, vient du fait de manier une hache de manière non conventionnelle, avant d'évoluer par la suite pour désigner celui qui bidouille, qui manipule, qui triture, bref, qui utilise et engage des mécanismes. Le hacker devient ce faisant la figure gémellaire de la machine, étymologiquement porteuse des idées d'astuce et d'ingéniosité. Répondant alors au principe contemporain de machine to machine, c'est-à-dire des machines qui dialoguent et qui communiquent sans le concours humain, ici transformé en dialogue de deux astuces, de la même manière que la lecture serait cette rencontre de deux consciences, la sauvegarde de l'ordinateur double la sauvegarde de la capacité à lui inventer des langages, des codes et des formes. Et c'est ce motif de la sauvegarde que Jeanne A. Débat met en scène dans un autre roman de jeunesse qui s'appelle Pixel Noir, publié en 2014. Le héros de ce roman de jeunesse, encore un adolescent hacker, est plongé à la suite d'une espèce de chute malencontreuse et vertigineuse. Il est plongé dans un virtuel de repos et de réparation, c'est-à-dire un environnement numérique au sein duquel des patients adolescents évoluent afin de rester stimulés pendant que leurs corps, eux, sont pris en charge par les médecins. Pixel, c'est le nom du héros lui-même, arrivé dans ce virtuel, prend conscience de l'effondrement de cet environnement et de l'impossibilité des adolescents à communiquer avec l'extérieur. Donc ce virtuel est en train littéralement de bugger et il se retrouve condamné à subir tout un tas de dysfonctionnements, de privations et se retrouve livré en même temps à une société d'adolescents qui n'est pas sans faire référence de manière très explicite au Lord of the Fleas de Golding. Donc le héros se retrouve littéralement piégé dans un environnement numérique dont l'issue n'est possible qu'à la condition d'accéder à un poste de commande, c'est-à-dire à la machine qui va précisément trahir en quelque sorte l'environnement virtuel. Alors, ce concept contemporain d'environnement numérique, auquel la fiction va répondre par le principe d'immersion, est un fantasme précisément d'invisibilité de la technique, d'effacement de l'appareil au profit de la seule surface d'un virtuel débranché profitant d'une sorte de ce qui pourrait être une feintise numérique ludique. Et je cite Marcos Novak sur justement cette question de l'architecture invisible et de la transarchitecture, qui nous dit « Les objets et les formes ordinaires apparaissent comme, dit-il, réactionnaires et inadéquats pour traiter les défis transarchitecturaux auxquels fait face une population mondiale emportée dans une transition frénétique ». Et surtout d'une société, dit-il, de l'information, transition d'une société de l'information câblée à une société de la virtualité globale sans fil. Donc ce rêve d'architecture invisible est évidemment héritier de cette hallucination consensuelle et collective par laquelle Gibson en 1984 définissait le cyberespace. Par ailleurs, l'immersion dans le virtuel se complète, et je fais évidemment aussi référence à Gibson et à ceux qui ont repris cette idée à sa suite, se complète d'une éversion, savoir un retournement du virtuel colonisant le monde matériel au profit d'une sorte d'indéfinition des espaces. Et dans Pixel Noir, cette colonisation est manifeste puisque la possibilité du virtuel de repos va déterminer le traitement réservé aux adolescents malades et blessés. Donc on a cette double tendance qui est mise en scène à la fois de l'immersion et de l'éversion. Mais on ne s'arrêtera pas là.
puisque si dans le monde matériel, l'ordinateur semble l'outil privilégié de la projection, eh bien, sa présence dans le virtuel semble au contraire souligner le besoin de machines comme réversion cette fois-ci, c'est-à-dire une sorte de rappel des structures capable de, un rappel qui serait capable de reverser l'immergé dans son environnement d'origine. Donc, le hacker l'adolescent hacker de Jeanne Adeba, dans le roman Pixel Noir, va précisément se mettre en quête de cet objet qui, chez Marcos Novak, est l'objet inadéquat et réactionnaire, à la quête de l'objet de la machine qui va, qui en tant que couture visible, eh bien, va trahir l'environnement et ce faisant en réalité contrevenir au virtuel. Ainsi, si l'apparition de la machine au sein de l'environnement matériel apparaît comme un appel du virtuel à la création des mondes possibles, en revanche, l'apparition de l'appareil au sein de l'environnement virtuel s'oppose au virtuel lui-même. Donc, la sauvegarde de la machine par l'entremise du hacker est toujours, dans ces romans, la sauvegarde inconditionnelle d'autre chose qu'elle-même. Alors, évidemment, là, on nourrit la narration, la fiction, hein, donc on va sauvegarder, la sauvegarde de la machine sera la sauvegarde des adolescents eux-mêmes qui sont menacés de mort chez Jeanne Adeba, ou évidemment, on va sauver le monde chez Laurent Kessy. Je passe sur tout l'imaginaire du hacker comme justement espèce de figure qui à la fois nous met tous en danger et en même temps est capable de tous nous sauvegarder. Donc, quoi qu'il en soit, plutôt qu'une figure d'affranchissement, telle qu'il pouvait en être une dans ses représentations précédentes, notamment tout l'imaginaire prométhéen qui a été associé à la figure du hacker, ce hacker, utilisé pour sa mise en relation avec la matérialité du virtuel, s'oriente vers un recours à la solidité contre la liquidité des mondes. Et justement, l'environnement virtuel imaginé par Jeanne Adeba est un environnement détraqué et aléatoire. Et après tout, hein, je recite Novak qui nous dit que l'architecture liquide est justement une architecture qui respire, qui pulse, qui bondit d'une forme à l'autre, tandis que Bauman revient sur cette idée en rappelant que la modernité liquide, dans la modernité liquide, le décor change sans cesse. Et Jeanne Adeba, dans son roman, justement, travaille sur l'idée à la fois d'environnement numérique, mais aussi d'environnement écologique. Et il y a un bouleversement, on passe d'un soleil de plomb à une tempête de neige toute québécoise. Donc d'une part, contre la liquidité des mondes et d'autre part contre la liquidité des relations et des relations humaines et sociales. Et j'en viens à mon deuxième point, c'est-à-dire on était sur recours au hacker comme recours à la machine, et cette fois-ci recours à la machine comme recours à la famille et justement donc à une autre forme de solidité. Les flux donc de la modernité liquide caractérisent aussi pour Bauman l'ensemble des relations humaines. À ce titre, cette modernité liquide s'oppose chez lui au monde industriel d'hier qui serait celui des institutions, dit-il, solides. La morale et l'éthique deviennent des réponses apportées à la liquidité. Or, dans les fictions qui nous intéressent, le recours au hacker et à travers lui à l'appareillage numérique s'inscrit dans une recherche de l'altérité et de la structure relationnelle. Dans Pixel Noir notamment, le héros, au début du roman, ne tarde pas à multiplier les allusions à sa mère, qui est elle-même une célèbre créatrice de programmes informatiques. Et ce n'est qu'à partir du moment où il va être plongé dans ce virtuel de repos que l'adolescent va associer pour la première fois son propre talent de hacker, sa propre compétence informatique, à celle de sa mère. Je cite le texte, bizarrement à cet instant et pour la première fois de sa vie, il envisagea que c'était, il parle de son talent informatique, peut-être un héritage de Jackie. Plus tard, Pixel va découvrir que la créatrice de ce virtuel de repos n'est autre que sa mère, justement, et l'emploi de ses talents de cow-boy du pupitre s'assimile autant à une
échapper à l'effondrement du virtuel qu'à un retour à la structure familiale qui, elle-même, au début du roman, était en état d'effondrement, puisqu'on était dans un éclatement familial, évidemment, qui va être repris par le... Oh, pardon, je n'ai plus de batterie. Par l'effondrement du virtuel, et la sortie de cet effondrement va être la sortie aussi de l'effondrement familial. Après tout, l'idée même d'effondrement n'est pas absente chez Bauman, qui voit dans l'expérience postmoderne une manière de mettre, dit-il, la vie en miettes et d'offrir des espaces liquides à celui que l'auteur appelle l'homme sans lien, en référence à Musil, bien entendu. Alors, dans une récente trilogie de Johan Elio, autre trilogie pour la jeunesse, qui met en scène deux jumeaux que sont Vera et Hugo, ces deux jumeaux mettent la main sur un étrange appareil qui est capable, dans l'infinité de ses connexions et des recoupements d'informations qu'il accomplit, et un objet qui est capable, semble-t-il, de prédire l'avenir. Alors, une fois qu'ils ont fait cette découverte, ils vont être poursuivis, évidemment, pour être entrés en possession de cet objet techno-magique, et ils finissent par être sauvés par l'inventeur de l'objet, qui est un hacker dénommé Enigma. Alors, cette rencontre se place sous le signe, justement, du retour à la machine dans toute son imposante matérialité. On sort de l'objet technomagique et on entre dans une description très, très lourde, en réalité, je n'en cite qu'un bout. Des écrans en veille émergent au milieu d'un fatras de câbles, de centaines de loupiottes clignotantes ou au repos, de claviers, de grosses valises en ferraille qui m'évoquent vaguement des tours d'ordinateur ancienne génération. La machine, elle-même appelée Enigma, comme le hacker lui-même, double son inventeur et les inscrit tous deux dans une histoire machinique. Le hacker précise, ses ancêtres étaient bel et bien de simples mécaniques, donc les ancêtres de l'objet technomagique. Les premières machines électriques à crypter l'information ont été construites par les Allemands dans les années 20, on les appelait déjà Enigma, explique le hacker aux deux adolescents. Alors, ce retour à l'histoire mécanique du numérique se complète là aussi d'un retour au lien familial, puisque le hacker finit par révéler son identité, il enlève son faux nez, ses lunettes et sa casquette, et il n'a pas de faux nez mais il pourrait, et il révèle son identité à la fois de femme et surtout de mère des deux jumeaux. Donc le retour à la mécanique est aussi un retour à la retrouvaille familiale. Donc la régression de la connexion sans fil vers la connexion câblée, reliée, s'achève sur ou double une affirmation d'un renouement avec le lien familial. La machine, comme vestige du passé, devient à ce titre câblage avec l'antérieur et résistance à l'idée que, selon la formule de Bauman, non reliés, les gens doivent se connecter. Le recours au hacker est alors recours à une forme d'historicité du numérique et réaffirmation de la familiarisation avec l'objet, ici de manière littérale par l'appel à la famille qui en réalité fonctionne simplement comme une métaphore. La machine fonctionne alors en ce qu'elle remet en marche une mécanique de reliance qui s'apparente à l'insertion ici dans un système de câblage à autrui. Et j'en viens à mon dernier point, le recours à la famille qui va s'apparenter à un recours à l'âge du faire, le verbe faire, et non pas l'âge du faire. Bien. Alors, pour autant, le recours au hacker et à la machine ont-ils pour objectif de contrevenir, par ce motif de la solidité familiale et du lien, ont-ils pour objectif de contrevenir à la dilution de la vie liquide ? Cette édification de l'héritage est-elle ce qu'elle semble être, c'est-à-dire une résistance à la précarité inhérente à la succession de nouveaux départs qui caractérisent pour Bauman la modernité liquide et consommatrice d'identité ? Peut-être pas. Jean-Marie Schaeffer rappelle que la fiction est, elle aussi, une réalité et donc une partie intégrante de la réalité.
Lyotard, quant à lui, dont Bauman se fait héritier d'ailleurs en certains endroits, souligne que, je le cite, les récits permettent d'une part de définir les critères de compétence qui sont ceux de la société où il se raconte, et de l'autre d'évaluer grâce à ces dernières les performances qui s'y accomplissent ou peuvent s'y accomplir. Donc la fiction est mise en scène de compétences à acquérir. De fait, l'effacement du motif magique dans la représentation numérique et le retour à l'esthétique du bidouillage n'est pas sans évoquer ce que Bauman désigne comme injonction à une identité en kit, continuellement assemblée, démantelée, réarrangée par souci de pertinence, c'est-à-dire de réponse optimale attendue dans un temps et un espace donné. On revient à ce qui était dit antérieurement. Et que précise Bauman? Il précise la destruction créatrice décrit le mode d'action de la vie liquide. La destruction créatrice. Il n'est pas anodin que la question identitaire soit ainsi associée au bidouillage du hacker, dont la fiction, en revenant à sa définition la plus matérielle, restitue une actualité et une pertinence, justement, et en particulier en termes de développement économique. En effet, le hacker revient depuis quelques années sur le devant de la scène, non plus comme ce sorcier, ce magicien ou ce chaman du cyberespace, mais comme la figure clé d'un mouvement économique fondé sur la pratique matérielle et le retour à la machine, le mouvement du make, que Michel Lallemand désigne justement comme une entrée dans l'âge du faire, ou, dit-il, une doocratie, dont la manifestation, aux États-Unis d'abord, puis dans le reste du monde occidental, se révèle dans le développement notamment des hackerspaces, des Fab Labs et tous ces lieux ouverts de retour à la manipulation des objets dans un souci de réinvention. La machine trouve alors une nouvelle jeunesse puisée dans les principes fondateurs de l'éthique des hackers. La recréation du lien avec la machine, son retour en familiarité, permet d'introduire du solide dans le liquide en mettant, je cite Michel Lallemand, mettant fin à l'opposition entre le monde des logiciels et celui des objets matériels. Les nouvelles vieilles images du numérique proposées par la fiction de jeunesse semblent ainsi enregistrer l'actuelle remise en cause du règne pressenti de la technologie invisible. Le mouvement des makers, auquel s'adjoint toute cette mode du do-it-yourself, postule, à l'instar de Matthew Crawford dans Éloge du carburateur, un refus de capitulation devant la magicalité technologique. La machine, avec laquelle Crawford entend entrer en dialogue, vous savez, c'est ce chercheur, professeur et réparateur de motos, avec laquelle il entend entrer en dialogue, redevient un monde visible. Paradoxalement, ce recours contemporain à la machine par l'entremise du hacker n'est pas sans conforter les hypothèses de Bauman. En effet, la fin du fantasme de la machine invisible au profit de l'âge du faire renforce l'injonction d'individualité, on parlait tout à l'heure d'individuation justement, une injonction dont fait état Bauman à la suite entre autres de Lipovetsky. Il s'agirait, en somme, de conforter l'appétit de la vie liquide pour l'incessant redéploiement individuel en lui prêtant les dehors d'une sorte de compromis avec la solidité. Nous passons d'ailleurs, écrit Neil Gershenfeld, de l'ère du PC, du Personal Computer, à celle du PF, le Personal Fabricator. De l'un à l'autre, il n'est pas anodin, bien entendu, que demeure ce qualificatif personnel qui signe la préservation de cette consommation de conscience induite dans les pratiques de différenciation, selon la formule qu'utilise déjà Lipovetsky en 1983 dans l'ère du vide. Je fais, donc je suis, et cet idéal du maker répond précisément à une exigence de réinvention continuelle, faisant du retour à la machine visible, et pas seulement visible, mais aussi bricolée, et visiblement bricolée, c'est aussi ça, faisant de cette machine visiblement bricolée le pendant de la conception contemporaine d'individus répondant au devoir de cette unicité variable. Et je cite Bauman, « Quand on entend aujourd'hui le mot individu, l'indivisibilité nous vient assez rarement à l'esprit.
Au contraire, l'individu désigne une structure hétérogène, complexe, composée d'éléments éminemment séparables et maintenus ensemble par une unité précaire et assez fragile, par une combinaison de forces centripètes et centrifuges, forces de gravitation et de répulsion, dans un équilibre dynamique, changeant et perpétuellement vulnérable. En somme, cette réversion, ce retour du refoulé de la machine numérique visible vient accompagner une économie en marche et un nouveau modèle en expansion sur lequel certains ont déjà investi. Je recite Michel Lallemand, aux États-Unis, le faire n'est pas qu'une affaire de machine. Il suscite également l'engouement d'acteurs sociaux qui, depuis le milieu des années 2000 au moins, s'organisent pour promouvoir les valeurs et les pratiques du hacking et, le cas échéant, en tirer quelques profits personnels. Et on entend évidemment aussi la manière dont la fiction réinvestit justement cette promotion de valeurs et de pratiques. La relation que propose la fiction de jeunesse entre emballement pour une précédente idée du hacking et le rapport affectif à l'adulte via la figure parentale n'est donc pas gratuite. Il s'agit aussi de faire valider aux générations montantes un modèle que leur proposent des adultes conscients de réinvestir et de vendre leur propre histoire de l'informatique. Conscients aussi d'avoir à proposer un nouvel âge du merveilleux numérique. Et je cite Joël Guéraud, quand toute la mécanique devient invisible, le merveilleux en prend un coup. Les enthousiastes du make voient dans ce recours à la visibilité machinique un retour à l'émerveillement devant sa propre aptitude, dont la promotion actuelle n'est pas exempte d'une forme de spectacularisation marketing qui insiste nettement sur l'affection à avoir pour les machines afin que, bien sûr, les machines nous réussissent, si l'on peut dire. De quoi revenir à André Mauroy, qui, en 1956, écrivait déjà dans Lettres à l'inconnu « Vos enfants vivront entourés de machines. Il faut qu'ils les comprennent et soient avec elles familiers. » Et il poursuit « Les machines traitent très mal ceux qui ne les aiment pas. » Gageons, à l'aune de l'économie montante de cet âge paradoxal du fer liquide, que cet amour aura le goût du gain solide ou ne sera pas. Je vous remercie.